Vous êtes bien sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. La Bourgogne-Franche-Comté est une petite région en termes d'habitants, mais avec un cœur gros comme ça et un patrimoine historique, culinaire, naturel, les musées, les châteaux, les cours d'eau. La Bourgogne-Franche-Comté méritait son magazine La tête à l'endroit. Bonjour monsieur. Aujourd'hui, je suis dans Lyon, en Puisaye, une terre de tradition et de création. La Puisaye dans Lyon a vu naître, grandir ou se ressourcer quelques célébrités. Élodie Frégé, chanteuse, elle est née à Trény, en Puisaye. Colette la romancière, mais elle est ma préférence à moi. Julien Clerc, ça parle à tout le monde, Julien Clerc. Jean d'Ormesson, lui aussi, a vécu ici en Puisaye, au château de Saint-Fargeau. Résumé, la Puisaye, région propice à la création depuis longtemps, mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours source d'inspiration de nos jours? C'est la question du jour. Pour y répondre, Guillaume plonge dans la grande histoire de la Puisaye et ses châteaux. De la chambre de la grande mademoiselle au potier de Ratilly, vous verrez qu'ici, sur les terres de Colette ou d'Alain Bourbonnais, l'inspiration semble être toujours au rendez-vous des amoureux des arts, tout en restant accessible à tous. N'est-ce pas Colette? La Puisaye, une vraie terre de création. N'est-ce pas Guillaume? Première étape en Puisaye, Saint-Fargeau, avec son petit bourg médiéval et évidemment son château. Un dernier coup de pédale et tu y es Guillaume. Waouh! Gentes dames et damoiseaux, voici le château de Saint-Fargeau. Regardez, il y a 1000 ans d'histoire qui nous contemplent. Depuis 1979, le propriétaire du domaine s'appelle Michel Guyot. En 40 ans, il a eu de cesse de rénover et de redonner de sa superbe à ce magnifique château. Bonjour. Ah désolé, nous n'ouvrons qu'à 10h. Merci. Super accueil. Vous êtes Véronique? Oui, c'est ça. On me parlait de vous, venez, je Véronique. suis taquinée, venez. Guide du château, c'est parti. Ah oui, quand même. Oui, effectivement. Hein. Ah ouais, ça en impose. Ouais. D'ailleurs, j'ai eu la même sensation, moi, la première fois que je suis arrivée ici. Je n'étais pas spécialement attirée par cet extérieur massif et masculin. Ah ouais. Et en entrant ici, bah, waouh. Ce petit côté féminin qui te plaît, c'est ça? Du Oui, château, exactement, je- oui, tout à fait. On sent qu'il y a eu une note féminine ici. Hein. Là, on est d'ailleurs dans le style Renaissance italienne, hein, notamment grâce à ces petites balustres sous fenêtres. Et puis ces lanternons qui sont vraiment là pour donner de l'élégance à la première silhouette massive. C'est un peu comme à Chambord. Voilà, parce qu'on est dans le même style. Hein. Et alors, tu me présenteras le couvreur, parce que le nombre de tuiles, enfin d'ardoises, Ouais, 750 000 ardoises hein, pour couvrir les toitures. tu les as comptées une par une. Exactement. Il y a du boulot. Allez Guillaume, n'abuse pas de la patience de ta guide. Le programme ici va être chargé dans ce château dont l'histoire s'étend sur 10 siècles. Ici, tous les étages se visitent, sur 4 niveaux jusqu'aux charpentes, qui font le tour de toute la bâtisse. Elles sont construites en chêne de Puisaye, un bois si réputé qu'il a été utilisé pour la construction de Notre-Dame de Paris. Waouh! Oh, cette salle est dingue! C'est la salle des gardes et c'était une des plus grandes de France pendant très très longtemps. Donc ça sert à quoi une salle comme celle-ci? Alors l'entraînement du maniement des armes et puis à festoyer aussi. À festoyer, ah oui, j'imagine. Tout à fait. Ça fait un énorme banquet en tout cas. Ouais. Quelle salle! Guillaume, dans ta visite, il ne faut surtout pas manquer la chambre de la grande mademoiselle, duchesse d'Orléans, au premier étage du château. Voilà donc la fameuse chambre. Voilà la fameuse chambre de la grande mademoiselle, ou plutôt une reconstitution, hein, mais complètement historique puisqu'on est dans un mobilier d'époque. Les tentures aussi sont d'époque. Donc là, il y a 500 ans d'histoire. Là. Ouais. En fait, la grande mademoiselle, elle est la cousine de Louis XIV. C'est Anne-Marie-Louise d'Orléans. Elle arrive ici à Saint-Fargeau parce qu'elle est punie suite aux événements de la Fronde. Mais Donc elle est en exil à Saint-Fargeau. Et pourquoi grande mademoiselle? C'est en rapport avec la... en rapport avec sa taille, on dit quand même d'elle qu'elle mesurait
1,88 m. Ah, quand même. Ah oui, Oui. pour l'époque, oui, c'est vrai qu'un mètre 88. Donc on est complètement imprégné de l'intimité de la grande mademoiselle, puisque ce baldaquin, on aurait presque envie d'y dormir. Ça doit être très confortable en plus. Oui, on imagine. On imaginera simplement. Si le château a près de 1000 ans, son sauvetage est lui plus récent. Dans les années 70, il a été épargné de la ruine par deux frères, Michel et Jacques Guyot, qui l'ont racheté et rénové. Ce château a subi au cours des siècles 2 incendies à un siècle d'intervalle, au XVIIIe et au XIXe siècle. Une entreprise un petit peu folle, mais c'est un pari que nous avons fait. Et pour financer les restaurations, il a fallu l'ouvrir au public et faire des spectacles équestres. Mais être châtelain aujourd'hui, c'est avant tout une aventure collective. Fameux propriétaire du château depuis 1979. Bon. Bonjour. Donc là, vous arrivez avec votre frère, fin des années 70, vous tombez sur un château. Et là, vous dites, on part sur un projet qui va durer longtemps. Et on n'avait pas un fifrelin, hein. Si vous voulez, on avait un cœur gros comme ça, beaucoup de passion, mais on n'avait pas un sou. On a eu la chance que, si vous voulez, au départ, la première année, on ne nous prenait pas pour des fous, mais pour des gens un peu bizarres, étranges. Et on a eu des papiers dans toute la presse. Ce qui fait que dès la première année, on faisait 50 000 entrées. Alors 50 000 entrées par 10 francs, ben, ça permettait chaque année de refaire une tranche importante de travaux. Vous avez quand même la responsabilité avec le premier seigneur de Toucy et Jean d'Ormesson qui l'a occupé, et puis vous maintenant. Un monument historique qui a 1000 ans, c'est une responsabilité énorme et on a bien pris conscience nous n'étions que les maillons d'une chaîne et que nous avions la charge de transmettre aux générations à venir. Quand une propriété est classée, c'est plus vraiment une propriété privée. Ça veut dire que son intérêt architectural et historique intéresse l'État. C'est partie de la civilisation. La Puisaye est une terre de châteaux. À un jet de pierre de Saint-Fargeau se trouve le chantier de Guédelon, lancé là aussi par les frères Guyot qui ont fait le pari de construire cette place forte avec les techniques du Moyen-Âge. Mais nous allons nous rendre à celui de Ratilly, dont la fonction a bien changé depuis sa fondation au XIe siècle. Car ici, depuis les années 50, un des premiers centres d'art à la campagne a été fondé par Norbert et Jeanne Pierlot. Et comme nous sommes en Puisaye, ils ont évidemment commencé par la poterie. Quand on travaille ensemble avec Jeannette, recherche de forme, là où nous sentons combien nous avons ensemble ce goût d'aller au bout de ce qui pourrait être une expression totale. Vu d'aujourd'hui, cela semble évident, mais leur idée est radicale pour l'époque. Faire sortir l'art des musées. Musiciens, peintres, sculpteurs, même Calder est passé entre ces murs. Claire, leur fille cadette, a passé toute son enfance ici. Et aujourd'hui, on peut dire qu'elle a suivi les pas de ses parents. Dès les années 53, ça a été un lieu ouvert au public, aux jeunes, à l'art dans plusieurs formes, à la fois la musique, l'art contemporain, la poterie. Et toutes ces activités ont été en symbiose aussi avec la vie familiale, parce que nous, on a tous habité là, c'était notre maison. Claire, hein, petit thé. J'étais pas là au dernier concert, j'ai pas pu venir, Oui. et du coup j'ai pas eu d'écho. Est-ce que tu peux me faire un petit... Oui, donc c'était à Quilonne, tu sais, le quatuor qui était déjà venu l'année dernière, les 4 fils. On l'a fait au grenier parce que l'acoustique est meilleure pour le quatuor. D'accord. Et il y a eu beaucoup de monde et les gens ont trouvé ça super. Il y avait Bartók et après Schubert. Ouais. Et c'était beau. Ouais. Moi, je l'ai entendu de la cour parce qu'il n'y avait pas de place là. Ah, salut les potières. Vous voulez un petit café? Là, on n'a pas trop le temps parce qu'il y a la cuisson. Et là, il y a juste un pointage et je dois rallumer le brûleur. Bon, bah, au boulot alors. Et à tout à l'heure. Ouais, salut. Plus tard. En Puisaye, la terre est argileuse et tous les ingrédients sont à portée de la main. C'est pour cela que les parents avaient fondé cet atelier. Mais pour eux, pas question de rester sur les sentiers battus de la production traditionnelle. Un esprit qui est encore bien vivant aujourd'hui. Première fois, c'était une attirance pour la matière. Hein. Et puis le geste, voilà, le fait de créer un objet par le geste. Et voilà, on dit le tournage c'est magique, mais c'est vraiment magique en fait. Alors on peut refaire hein, des poteries anciennes et on peut aussi voilà, inventer des formes.
On est dans un pays où il y a une forte tradition potière et en même temps, il y a tout un renouveau, c'est-à-dire que il y a une pépinière de jeunes céramistes qui ils viennent dans la région, ils se forment et puis ils font de nouvelles créations avec cette technique qui est ancestrale. L'atmosphère de l'atelier résume un peu à lui seul l'alchimie qui règne dans le château. Quand vous entrez dans la cour d'honneur, il suffit de tendre l'oreille ou d'ouvrir les yeux. Écouter, regarder, ressentir. De partout, les artistes sont au travail, qu'ils soient de la famille ou juste de passage. À Ratilly, c'est vrai qu'il y a toujours de la musique qui sort un peu de tous les murs ou du grenier. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on a les stages soit de chant, soit de piano, ça sort de toutes les fenêtres. Ça fait un espèce d'énorme capharnaüm qui est assez marrant quand on arrive de l'extérieur. Tu t'angoisses? T'es inquiet? Non, C'est comme ici. Je vous présente Christian, le mari de Claire, qui prépare une prochaine pièce avec Félicité au violon alto. Ils répètent un morceau des pays de l'Est qu'ils présenteront bientôt au public. Il envoie trop, le piano, Il envoie il est trop, vachement fort. Ouais, mais écoute, on n'a pas le même poids. Hein. Je vais essayer d'alléger puis alourdir un peu, si tu veux. Au cours des 1000 années, évidemment, Ratilly s'est transformé, l'architecture, mais aussi l'âme de l'endroit. Et bien sûr, ça va encore continuer. C'est pour ça qu'on continue à porter un peu ce gros bateau, qui n'est pas toujours léger. Le château semble toujours à flot. Les prochaines générations sont prêtes à prendre la suite. En tout cas, ici, l'aventure continue. Guillaume prend la route de Dissy, à la découverte d'un étrange musée qui trône au milieu du village. Un espace hors norme, une maison-musée dont on dira qu'elle est un anti-Beaubourg décentralisé, comme dans une grande citadelle de l'art marginal ou naïf. Un lieu unique en son genre. Et comme tout se mérite, Guillaume a dû pédaler pour arriver jusqu'ici, à Dissy. À 40 minutes d'Auxerre, si on respecte les limitations de vitesse, à vélo, même électrique, c'est facile. On arrive à Dissy et à Dissy, on trouve le musée de quelqu'un qui était un peu ailleurs, un peu perché, un créatif hors norme, c'est l'architecte Alain Bourbonnais. On va visiter son musée unique au monde, suffit de regarder. Je crois qu'on y est, on y arrive. Ça s'appelle la Fabuloserie. C'est parti. Ce musée, c'est la folle idée d'Alain Bourbonnais, architecte et collectionneur, qui, à force d'accumuler ses œuvres pas comme les autres, a décidé un jour d'en faire profiter le plus grand nombre. Aujourd'hui, c'est Sophie, sa fille, qui est un peu la gardienne de la fabuloserie et qui cherche à rendre cet art accessible. Mais je ne suis pas sûre que Guillaume est encore tout cerné. Ah, c'est vrai que c'est compliqué, j'ai besoin d'aide. Je cherche Sophie. Sophie Bourbonnais. Vous êtes là, Sophie? Oui, bonjour. Je vous cherchais. Vous êtes l'une des deux filles d'Alain Bourbonnais. Tout à fait. Papa architecte. Oui. Il faut vous m'expliquer l'art brut. J'avoue, j'ai pas tout compris. Qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur de cette fabuloserie? Ben, on voit des créations faites par des personnes qui sont vous, moi. Ils ont été très très loin quand même dans le délire, hein, si vous me permettez, Sophie. Ben, parce que justement, ce sont des gens qui n'ont aucune norme, ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas fait d'école d'art, on ne leur a pas appris. Donc ça sort vraiment du tréfonds de l'homme. Donc évidemment, c'est très divers, parce que chaque être humain est très divers. Et ils expriment leurs sentiments, leurs peines, leur désarroi, mais aussi leur joie. Ils expriment vraiment, voilà, ça. Et avec souvent des matériaux qu'ils ont sous la main. Et souvent en rapport avec leur métier. Je suis sûr qu'on peut voir des témoignages de l'art brut. Ce que c'est que l'art brut dans ce jardin, dites-moi. Bien sûr, tout le jardin. On va aller voir les girouettes de Berthold. Eh ben, je vous par suis. exemple. Allons-y pour les girouettes.
On peut traverser? Exactement, on va essayer. Allons-y, oui. on va essayer de ne pas mettre le pied dans l'eau. Voilà. Ah, c'est marqué là, Jean Berthold. Voilà. Qui est-il ce Jean Berthold? Alors Jean Berthold, il travaillait dans une usine pendant 40 ans qui fabriquait des talons pour les chaussures André. Il s'est mis à découper dans la tôle des animaux. Un jour, il a eu l'idée aussi d'y adjoindre des mécanismes et de mettre ça dans son jardin, dans son pavillon. Et c'est magnifique, c'est plein de poésie. Regardez ces petits animaux là, du ils vent, sont superbes. ça s'anime, c'est top. Ouais. Et ça a été donc rapatrié ici à la fabuloserie. C'est ma mère avec ma sœur. Elles se sont rendues chez lui un jour. Elles ont dit, voilà, ça serait bien la fabuloserie. Il lui a dit, ah ben non, je gardais ça dans mon jardin. Et puis finalement, un jour, il s'est décidé. Parce que le problème de tous ces environnements, c'est qu'ils disparaissent avec les gens. Et donc, on a ici aussi une grande mission, finalement, de sauvegarde de ces environnements. Tout ce que vous allez voir autour du parc, ce sont des choses qui ont été sauvegardées. Je passe d'abord et je vous donne la main. Ouais, voilà. Parce qu'il y a un peu de galanterie dans cette émission. Peut-être un endroit. Oui, vous avez pas remarqué? Vous avez l'air surprise. Merci beaucoup, Sophie, ça fait plaisir. On y va, on va au manège. Guillaume, n'oublie pas, allez jusqu'à l'arrière du parc. Tu vas trouver la figure emblématique de la fabuloserie. C'est le manège du Petit Pierre, une œuvre unique mondialement connue en tant que pièce majeure de l'art brut. Regardez bien cet homme, il s'appelle Pierre Avezard, dit Petit Pierre. Prématuré, il est né avec le siècle, a été vaché toute sa vie. Génie de la mécanique, il a tout réinventé pour satisfaire sa passion. On arrive dans le fameux manège. Ouais. Incroyable. Waouh, 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 waouh. J'avais vu des photos, des images, mais c'est vrai que là, on prend toute la mesure du travail accompli. Ça a dû lui prendre des années. Il faut que vous me racontiez l'histoire de Petit Pierre. Petit Pierre est né avec une déformation congénitale qui est très spectaculaire, mais le cerveau n'est absolument pas atteint dans cette maladie. Mais il n'a pas été à l'école, pourtant, parce qu'il était trop moqué. Il a bâti ce manège autour de sa maison. C'est devenu son outil de communication avec le monde extérieur. Du son vivant, c'était extrêmement visité. Dans les années 80, le temps passant et Petit Pierre vieillissant, il a fallu penser à trouver un nouveau lieu d'accueil pour ce manège hors du commun. Alors je veux le voir tourner, moi. Ah bah oui. On le voit tourner parce qu'on est aussi venu là pour voir. Pièce par pièce, il a été remonté à l'identique. On peut dire qu'il est entré alors dans l'histoire de l'art. Finalement, l'art brut, c'est un accès à tout un chacun. Et même l'un des buts de c'était d'inciter les gens à la création. C'est quoi, ça me donne envie de faire mon propre manège? Ouh, et ben ça, on verra, Guillaume. D'ici là, reprenons la route. Ah, les belles routes de la Puisaye. Mais que serait-elle sans Colette, qui a grandi ici à Saint-Sauveur? Cette figure mondiale de la littérature française disait « J'appartiens à un pays que j'ai quitté ». Nous sommes dans son décor d'enfance, un endroit qu'elle a toujours aimé, même si elle ne s'est jamais gardée de dépeindre au vitriol ses habitants. Son œuvre débute ici même, dans cette école, avec son premier livre, Claudine à l'école. Frédéric Maget est aujourd'hui un peu le gardien du temple, ou plutôt le passeur de mémoire. Il est incollable sur l'écrivaine qu'il porte très haut dans le panthéon de la littérature. Allez Guillaume, retour à l'école, Colette n'attend pas. Frédéric n'attend pas. Vous me confirmez, Frédéric, nous sommes là en présence de l'école où a étudié finalement Colette. Elle a été scolarisée quelques années, ici même. Colette va étudier, passer toute sa scolarité ici, jusqu'à peu près à l'âge de 16 ans, avant malheureusement de quitter Saint-Sauveur à l'automne 1891. Tout respire Colette ici, dans ses livres, dans ses romans. Il y a l'inspiration, il suffit d'avoir lu un roman de Colette, on vient ici, ah oui, ça y est, ça me fait penser à tel ou tel roman. C'est incroyable. C'est un vrai village littéraire, il n'y a pas beaucoup d'équivalents dans toute la France. C'est un village qui est entièrement traversé par la mémoire d'un auteur qui aura passé près d'un demi-siècle à évoquer ses souvenirs d'enfance ici. Elle vous inspire quoi, Colette? D'abord, je vous citerai Colette, on ne fait bien que ce qu'on aime. Et ce qui m'inspire chez Colette, c'est tout, mais c'est vrai que c'est particulièrement ce lien à l'enfance. Tout le parcours est fléché. Impossible de s'égarer dans ce village qui se visite comme on lit un livre.
Alors on est ici exactement sur le chemin que Colette emprunte quand elle quitte l'école de Saint-Sauveur pour se rendre chez elle. Et on passe devant deux maisons très importantes, celle de Madame de Calavel et Madame Jarry, et notamment devant ce petit banc ici, puisque c'est là que Colette et ses camarades de classe s'assoient en quittant l'école pour observer à la fois les garçons bien sûr, mais aussi tous les habitants du village. C'est le même banc? Attends, le banc d'origine? C'est exactement le banc d'origine, il y en avait deux à l'origine, voilà, donc on peut poser ses fesses là où Colette a posé ses fesses. Mais quand même, mine de rien, ça a été quand même mal perçu à l'époque quand elle sort Claudine à l'école, non? Claudine à l'école, c'est certain. Claudine à l'école, quand le roman est publié en 1900, ici, ça fait l'effet d'une bombe. Parce que dans le village, tout le monde va se reconnaître. De l'institutrice au député, des camarades de classe aux voisins, tout le monde est là. Parce qu'elle change à peine les noms en plus des personnages. Voilà, les noms sont parfois à peine déformés. Et elle n'est pas tendre. Hein. Méchant, avare, vicieux, des bandits, des feignants. Pourquoi? Parce qu'elle en a gros sur le cœur. Elle a quitté moins de 10 ans plus tôt Saint-Sauveur empuisé dans des conditions absolument terribles pour sa famille, pour elle. Et elle ressent le besoin de se venger. Donc elle règle ses comptes au travers. Elle règle ses comptes et les effets ici vont être terribles. Et à tel point qu'on va mettre beaucoup de temps à pardonner à Colette d'avoir publié Claudine à l'école. Ici, eh bien, cette trahison ne passe pas. Donc là, Frédéric, je vois un écusson Colette. Oui, c'est une maison qu'on retrouve souvent dans les textes, puisque Sido, la mère de Colette, dès qu'elle passe ici avec sa fille, accélère. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas que sa fille croise le regard de la première propriétaire, Madame Sibylla. Parce que Madame Sibylla incarne tout ce que Sido déteste, c'est-à-dire l'asservissement de la femme. Cette femme avait un mari très autoritaire qui l'obligeait à vivre enfermée chez elle. Et lorsque ce mari brutalement est mort, au lieu de se libérer, de profiter de cette nouvelle liberté, elle va rester enfermée, séquestrée volontaire, dira Colette. Et on sait que Colette retiendra la leçon, puisqu'elle va, elle, se libérer, devenir une des femmes les plus libres et émancipées de la première moitié du XXe siècle. Tout au long de sa vie d'artiste, Colette préfigure les luttes féministes modernes, l'esprit d'indépendance et de liberté chevillé au corps, sans se soucier de la morale ou du qu'en dira-t-on. Aujourd'hui, pour retrouver Colette, il suffit de passer la porte de sa maison, elle est encore là. Dans chaque pièce, on retrouve un savant mélange d'objets lui ayant appartenu et de minutieuses reconstitutions. Alors on rentre ici dans la chambre de Sido, là où Colette est née le 28 janvier 1873. Et juste là, c'est sa chambre d'enfant. C'est la chambre qu'elle occupe jusqu'à l'âge de 11 ans. La force de cet endroit, c'est sa fidélité à l'œuvre de l'écrivaine. Nous sommes dans une maison-livre. Oh, elle est incroyable cette pièce. Là on arrive, c'est le salon. C'est le salon des Colettes, c'est la pièce la plus vaste de la maison. C'est là que les Colettes passent le plus clair de leur temps. Le charme, c'est l'ouverture sur les jardins. On a le jardin d'en face et le jardin du haut de chaque côté. Je ne peux pas m'empêcher, Frédéric. Je sais que j'imagine qu'on n'a pas le droit de faire ça, mais non, on n'a pas le droit. Pour la tête, on n'a pas le droit. Pour la tête à l'endroit, faudra le réaccorder. Mais qui jouait la famille Colette? Tous. Tous les enfants de Sido étaient musiciens, c'est-à-dire Juliette, Achille, Léopold et notre Colette, dont le vrai prénom est Gabriel. Donc c'est vraiment une maison où on lit, où on écoute de la musique, qui vivent dans l'amour de la culture. Un peu des artistes aussi, quelque part. Clairement, il y a la fibre. Il y a quelque chose. Oui. Artiste dans l'âme, c'est certain. D'ailleurs, Colette a eu accès très tôt à des livres qu'à l'époque on réservait aux adultes, comme Balzac ou Labiche. Car sa mère lui interdisait les livres pour enfants qu'elle trouvait trop idiots. Ici, pas de culture sans nature. Et Colette s'est inspirée et émerveillée du monde vivant. Avec sa mère, elle passera beaucoup de temps dans ce jardin attenant, à cultiver et observer la vie. Elle ne cessera d'y faire référence dans son œuvre. J'ai l'impression quand même que ça a eu un rôle très important, le jardin. Peut-être en source d'inspiration, mais je veux dire, on retrouve ça quand même dans les romans de Colette, quelque part. Colette fait partie de ces écrivains qui vont, les premiers, faire de la nature un personnage à part entière, c'est-à-dire chercher dans la nature ce qui relie la plante, l'animal, le végétal. En fait, elle devance de près de 50 ans les découvertes qui sont menées aujourd'hui sur ce qu'on appelle l'antispécisme ou la continuité du vivant. Un peu militante déjà sur les bords. C'était déjà, avant l'heure, une militante de la cause animale. Et en même temps, elle nous dit aujourd'hui, dans un monde qui est très dématérialisé finalement, il faut apprendre à revenir à l'essentiel. Elle aura peut-être sa place dans une campagne présidentielle quand même, Colette. Parce qu'elle a un discours presque avant-gardiste. Elle ne cherchait jamais à donner de leçons. Et pourtant, son discours porte encore aujourd'hui. On peut même dire qu'il continue à fleurir. Regardez cette glycine qui serpente au fond du jardin.
un trésor classé monument historique. C'est Samia qui veille aujourd'hui sur elle, une façon d'être au plus près de l'œuvre de Colette. Je pensais que la mémoire vivante de Colette, c'était toi, Frédéric, mais visiblement, il y a ton alter ego féminin. Samia, bonjour. Bonjour. Je crois qu'il y a une plante qui est assez exceptionnelle ici, c'est ça? Cette glycine est parfaitement semblable à celle que Colette a connue et qu'elle a décrite dans son œuvre. D'ailleurs, pour en parler, je pense que le mieux, c'est d'écouter les mots de Colette. Et je n'ai jamais connu cette grille que tordue, arrachée au ciment de son mur, emportée et brandie en l'air par les bras invincibles d'une glycine centenaire. En tout cas, on sent que vous êtes bien ici. Hein. Pour Frédéric et pour moi, cette maison représente la même chose que pour Colette. C'est un paradis. C'est notre centre du monde à nous. Oh, c'est bien vendu. En tout cas, j'ai passé un très bon moment en Puisay. Nous étions en Bourgogne, bien sûr. Nous étions dans Lyon. Donc, ça répond quand même, mine de rien, à la question, souvenez-vous, du début de magazine. Est-ce qu'on peut encore trouver son inspiration en Puisay? J'ai envie de dire oui. Clairement, oui. On peut encore puiser en Puisay son inspiration. Puiser. Bravo. Allez, d'accord. À bientôt, les amis. C'était La Tête à l'endroit. Ciao.